afternoon. I know this is after lunch, so it might be a bit awkward to start with the workers' right in the afternoon. But first of all, we are going to speak French, so this will wake you up. And second, workers' right, but we will actually deliver something that is particularly dear to the heart of the French at this point in time, and then in turn it will be hopefully useful to many other cities organizing games and mega sporting events. So without further ado, I'll start in French. We also have a panelist who will address in English, Humbert. Okay, so don't worry, we can mix up. And the idea is to give you a very short brief about what's going on with respect to a social charter and the initiative taken by the tripartite constituents of the ILO, namely MEDEF, the representative of the unions from France, and the committee, the organizing committee of Paris 2024. I also would like to take this opportunity to, before I introduce everyone, I start with we only have one woman there, so I think it's not completely balanced. We tried hard, but we didn't succeed. So Marie Barzac is the Director of Legacy and Sustainability of Paris 2024, but she happened last weekend to also be one of the first women being elected at the executive committee of French football federations, and I would like to use the opportunity to congratulate her for this achievement. And the reason is very simple. We were in Buenos Aires, a few of us, and there was a panel, you may remember, saying that, the representative from women representative in committees were actually achieving 50-50% at the IOC level. And, but the problem was that only one president, today actually we have there are 3 women among sport federations around the world, and the issue was that women don't run for elections. So now we know that actually women run for elections and they also win. So thanks Marie for coming here and stay with us. So let me introduce. Marie Barzac is the Director of Sustainability and Legacy. Bernard Thibault, to my left, evidently is the board member of Paris 2024, but he also happens to be my boss as ILO GB member in the ILO, representing France from the workers' side. Jean-Louis Blanchet, vice-président Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du MEDEF. Thank you for coming with us. And then we all know Humbert Hewson from Building and Woodworkers International. So we now switch in French, if you don't mind, and even if you mind, French is a good language here at UNESCO. So Marie, would you like to tell us a bit of what is the social charter? C'est quoi la charte sociale? Et pourquoi, en fait, vous l'avez adopté? Quels sont les points principaux et qu'est-ce que vous allez en faire? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, cette charte sociale, elle a pour premier objectif d'illustrer notre ambition en matière de responsabilité sociale et économique. Ce sont des mots qui ont l'air classiques comme cela, mais quand on organise une grande compétition, et aussi grande que les Jeux Olympiques, ce n'est pas si simple et c'est une grande responsabilité. Et nous avons pris cet engagement dès la phase de candidature, puisque cette charte sociale était déjà dans le dossier de candidature que nous avions adressé aux membres du CIO. Et nous avons confirmé cette ambition en phase d'organisation en signant la charte en mai dernier avec l'ensemble des syndicats de salariés français et d'employeurs, évidemment. Alors, ce symbole de signature de cette charte, il est fort parce qu'il nous engage. Et peut-être que Bernard Thibault ira dans le détail des 16 engagements que nous avons signés. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de travailler à la mise en place de cette charte. Et cela se traduit très concrètement dans notre stratégie héritage et durabilité, parce qu'en fait, on propose un nouveau modèle d'organisation des Jeux qui place ces sujets
de responsabilité sociale et économique au cœur de l'ensemble des sujets. Ce n'est pas un sujet isolé où on doit, comme on dit en anglais, tick the box. On doit, dans l'ensemble de la gouvernance du projet, et c'est à ce titre que, du coup, et le MEDEF et Bernard Thibault siègent dans notre conseil d'administration, donc à la fois dans la gouvernance, mais aussi dans les missions que l'on réalise, dans les actions que l'on porte, à tous les étages, à tous les niveaux. On doit veiller à être responsable socialement et économiquement. Donc voilà, la première raison, c'est vraiment cette très forte ambition. Et du coup, ça va se traduire par des engagements très concrets. Je vais en citer un pour illustrer le propos, celui de développer l'emploi local, susciter le développement économique local. Et quand je dis local, je parle principalement de la Seine-Saint-Denis. Vous savez que dans notre projet, nous avons beaucoup de compétitions qui vont se dérouler en Seine-Saint-Denis parce que nous avons fait le choix d'utiliser les Jeux comme un accélérateur de développement de ce territoire, un territoire qui est qui a une forte vitalité, mais qui connaît aussi pas mal de soucis, notamment économiques. C'est le territoire, notamment le département le plus pauvre de France. Donc on se dit que les Jeux doivent contribuer à son développement. Et c'est pour ça que dans notre stratégie de responsabilité sociale et économique, on doit susciter du coup l'activité économique dans ce territoire. Les marchés des Jeux doivent être ouverts à des entreprises de petite taille, ce qu'on appelle en France les TPE-PME, pour que celles-ci développent leur activité et génèrent de l'emploi. Ensuite, on doit créer aussi de l'emploi local. L'emploi doit s'adresser à ceux qui en ont le plus besoin. On veut lutter contre les modèles de travailleurs détachés, mais du coup, aller chercher des publics qui sont loin de l'emploi, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et dès aujourd'hui, on travaille sur l'identification des emplois qui vont être générés par les Jeux pour aller vers les publics les plus éloignés et leur proposer des parcours à la fois de préqualification, ensuite des parcours de formation pour leur donner les meilleures chances de pouvoir dégoter les emplois qui vont être liés au jeu. Voilà en quelques mots comment je peux illustrer, mais je pense qu'il y a d'autres illustrations qui pourront venir de mes camarades. Merci Marie. Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire la structure de ces textes que vous avez signés? Parce que je crois qu'il y a quatre composantes principales et les engagements en détail. Merci. Oui, merci Giovanni. Un commentaire au préalable pour dire combien il est nécessaire pour les organisateurs des grands événements sportifs de ne pas oublier, ça arrive parfois, que pour la réalisation de grands événements sportifs, il faut le concours de milliers et parfois de dizaines de milliers de travailleurs pour rendre possible ces grands événements sportifs. Et il était donc pour nous tout à fait indispensable que dans le projet que Marie évoquait de candidature au JO à Paris, la dimension sociale soit naturellement présente. Comme vous le savez, comme l'actualité le montre, le thème de la justice sociale est omniprésent dans la vie quotidienne en France, dans le débat politique, dans le débat économique. Il était donc indispensable que nous soyons au diapason de notre histoire, pays réputé, il n'est pas le seul heureusement, mais réputé parmi les pays où les droits sociaux sont parmi les plus élaborés. Donc il était indispensable que dans le façonnage des Jeux à Paris, on ait cette dimension sociale, ce qui s'est traduit donc par cette charte qui reprend 16 engagements, 16 orientations. Je ne vais pas vous les reprendre les unes après les autres, si ce n'est vous dire qu'on a réfléchi aux 3 étapes de l'organisation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la phase de préparation des Jeux. On va par exemple, dès les premiers jours de l'année prochaine, s'intéresser aux modalités sociales, aux conditions sociales dans lesquelles vont s'organiser les chantiers nécessaires à la construction des infrastructures nouvelles, même si vous le savez sans doute, les Jeux à Paris ne nécessitent pas un plan d'investissement dans des infrastructures importantes, aussi volumineux que d'autres villes auraient pu l'imaginer. Beaucoup des infrastructures sont existantes et il s'agira de les aménager. Ceci dit, il y a quand même de grosses infrastructures nouvelles à construire. Il y a donc de gros chantiers à organiser et tout cela nécessite de prendre des dispositions sociales pour suivre la réglementation du travail, les conditions d'hygiène, de sécurité, les conditions de vie des travailleurs qui seront sur ces chantiers, qui parfois
même si, et Marine l'a évoqué à juste titre, l'emploi local sera privilégié, pourront venir malgré tout d'autres pays pour faire face à ces besoins. Donc la phase préparation des Jeux, l'anticipation sur les emplois, on est lancé à l'heure actuelle sur une étude nous permettant de mieux quantifier les emplois dont nous aurons besoin pour l'organisation des Jeux et par voie de conséquence d'en déduire, par exemple, des plans de formation en direction des jeunes qui pourraient être engagés dans la perspective des Jeux. Donc un plan d'anticipation qui lie formation professionnelle, participation aux Jeux et, j'anticipe un peu, reconversion professionnelle pour la suite. Donc tous les aspects concernant la préparation des Jeux. Le déroulement des Jeux, c'est aussi de réfléchir aux conditions sociales dans lesquelles, par exemple, les bénévoles vont apporter leur concours aux Jeux Olympiques. Aussi bien sur la phase de recrutement, la diversité des recrutements de ces bénévoles, les compétences dont on a besoin, et de réfléchir sur la valorisation de leur contribution aux Jeux Olympiques pour la suite. Une espèce de certification, en quelque sorte. Je vous parle là encore de manière un peu vague, dans la mesure où nous ne sommes pas entrés, on a encore le temps, dans le concret, mais l'ambition est contenue dans la charte, et donc ça fait partie des points que nous allons aborder dans les années à venir. Donc la phase déroulement et la phase qu'on peut appeler héritage, de façon à ce que les Jeux Olympiques, et je pense que le CIO lui-même en est de plus en plus conscient, la réception des Jeux Olympiques s'apprécie aussi sur la capacité des Jeux à laisser une trace positive sur le territoire sur lequel il est organisé. Et dans ces traces positives, bien évidemment, il y a l'événement en soi, il y a la rencontre de sportifs venus du monde entier, il y a l'esprit compétition, il y a la promotion du sport, mais n'ignorons pas que dans un certain nombre d'endroits, la convocation de grands événements sportifs, à tort sans doute, mais peut être considérée plus comme un fardeau que comme un apport. Et je pense que dans la manière de redresser un peu cette image, le fait qu'un événement sportif laisse une trace sociale importante une fois que l'événement s'est achevé est quelque chose à prendre en considération. On a donc aussi, dans cette charte, toute une rubrique nous permettant, sur le plan social, d'imaginer les répercussions sur l'après. Autrement dit, un peu ce que j'évoquais, tous les professionnels ou tous les bénévoles qui auront participé à la bonne réussite des Jeux, d'une manière ou d'une autre, seront accompagnés pour trouver une activité professionnelle par la suite, fort de cette expérience et de cette contribution. Et pour certains, nous espérons même qu'à l'occasion des Jeux, ils rencontrent là des tremplins professionnels et que ça leur donne des idées et des perspectives qu'ils n'avaient pas forcément avant la convocation de ces Jeux. Et puis, s'agissant du patrimoine, je dirais, immobilier, naturellement, le projet a aussi été conçu. C'est un autre volet qui n'est pas spécialement contenu dans la charte, mais c'est une dimension, que le patrimoine immobilier soit reconvertible une fois les Jeux achevés, par exemple, en certains endroits, en logements sociaux, en installations sociales pour les collectivités qui vont accueillir les différentes épreuves. Donc penser des infrastructures qui soient aussi réutilisables par les communautés locales une fois l'épreuve achevée. Donc voilà tout l'intérêt qui se traduit par une mobilisation des 5 confédérations syndicales de travailleurs françaises qui participent à la bonne réussite de ces Jeux et qui, de par leurs responsabilités, apporteront leur concours et leurs exigences, bien évidemment. Merci. Merci Bernard. Je vais peut-être me tourner vers Jean-Louis pour qu'il puisse nous dire un peu la perspective du côté des employeurs. Alors merci beaucoup, et c'est vrai, ce qui a été dit par Marie et par Bernard est extrêmement important, et je ne vais pas paraphraser ce qu'ils ont déjà dit, mais il y a un point qui me semble absolument nécessaire de rappeler, c'est que c'est la première fois que les organisations salariales et patronales se mettent ensemble dans une organisation comme celle-ci. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré les organisateurs des Jeux Olympiques de Rio et c'était pas vraiment pareil. Donc, il me semble que ce point-là, s'il y avait un point que vous devez vraiment vous rappeler, c'est vraiment celui-là.
Alors, bien sûr, il a été dit beaucoup de choses, et notamment au niveau social. Moi, je vais peut-être vous parler un peu plus du côté économique, si vous voulez bien, parce qu'en tant que chef d'entreprise, je crois qu'il est extrêmement important pour nous de vous rappeler 2 points. D'abord, lorsque l'on crée des infrastructures, il est important que ces infrastructures ne soient pas gâchées et puissent profiter justement aux utilisations futures qui puissent arriver. Et c'est le cas notamment lorsque l'on parle de l'héritage. Vous avez parlé tout à l'heure, Marie, de la Seine-Saint-Denis. Alors les Jeux Olympiques, c'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, c'est les Jeux Olympiques, c'est également dans d'autres départements français, et je parlerai même d'un département un peu plus lointain de l'Île-de-France, qui est Marseille. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est simplement un seul département. Pourtant, il est vrai, et vous avez raison de le souligner, en Seine-Saint-Denis, il y aura de nombreuses infrastructures qui vont être créées, et on peut parler notamment de la piscine ou d'autres points, et également du village olympique. Et ces points de vue-là, bien évidemment, il faut qu'ils puissent resservir dans le futur. Donc, au sein de la charte, nous avons eu tenu beaucoup d'importance à ce que cela soit absolument bien compris et bien pensé. Vous savez, je pense également que, bien sûr, cette charte, ce n'est pas seulement qu'un document, c'est évidemment un engagement pour les Jeux et, à mon avis, bien au-delà, et on l'espère. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ce point qui, à mon sens, extrêmement fort, celui de l'héritage. Et ça doit peut-être être aussi peut-être un signal également dans les Jeux futurs qui vont se faire. Une petite question annexe tout de suite ou après? On va peut-être passer la parole à Ambet. J'ai 2 questions pour vous sur les petites et moyennes entreprises en particulier. Alors, juste un point peut-être que je voudrais rajouter. Également, pour que les entreprises puissent profiter le plus possible et le plus possible être informées des appels d'offres qu'il va y avoir, on a créé ensemble une plateforme qu'on a appelée plateforme Entreprise 2024. Et ça, c'est aussi un point important pour faciliter justement cette possibilité que vont avoir les chefs d'entreprise de répondre aux appels d'offres de façon plus facile. Ça, je crois que c'était un point important à rappeler. Merci. Vous le posez. So, Ambet, we switch into English. While you will tell us what BWI does, can you also relate to your experiences, particularly because we know you are extremely active with the center and also alone in Japan for Tokyo 2020? For Tokyo 2020 and even in other places as you wish to mention. Thanks. Good afternoon, everyone. Giovanni, you should have sent the guide question a year earlier so I can learn my French, no? So now it's too late, you know? So, yeah, as good as my French, no? Yeah, so BWI have been involved in this campaign on workers' rights in mega sporting events, particularly in the construction sector. And in the past 10 years that we have been involved, we encountered 2 critical issues. One is in host countries, there is normally a lack of matured labor relations mechanism. I think this is one weakness. The second one is the lack of trade union participation in the process and in the planning for the sports events. But none of these 2 issues is happening in Paris. Paris took a positive step, and we commend Paris for that, because they created already a broad committee that includes the workers and the employers, even before they were awarded the Olympics. It's still at the organizing bidding stage. The trade unions and the employers are already on board. And I think it's really a good, positive step. The second one is social charter. So the social charter, of course, includes procurement, includes good health and safety condition,
it complies with the ILO core labor standards, and what we really like at, it covers the subcontractors and the suppliers, because in the construction, that is really critical. And the last positive, I know you're not used to me saying some positive, things, but the charter actually is quite interesting because it stresses the treatment of temporary workers and posted workers, because that's a problem in Europe now about the treatment of temporary workers and posted workers, and the charter specifically mentioned this. I think this is really good. But there are two key challenges still is going to face in Paris. And I guess this is not just, in a developed country or developing country or north or south. I think this is a challenge in the construction industry. It is the issue of health and safety, because health and safety is an issue in a construction industry anywhere in the world, particularly when you are rushing to finish the work because you're delayed, for the Olympics. And we all know that, but it's been a habit of the industry, and we should be vigilant on this issue. I can cite just this year alone, 2018, for the Pyeongchang Winter Olympics. So 4 workers died in the construction of that facility. And then in the World Cup in Russia, 21 workers died, and many more in terms of injuries. We were hoping the Tokyo Olympics would be a good example, because Tokyo is really very strong on health and safety. We miss you there, Giovanni, during our mission, and we visited many sites, and we have 2 fatalities. But another thing that has to be emphasized here is the massive overtime work. This is something has to be addressed. So I think health and safety, it's still, we have to be vigilant. We don't need to, to be relaxed that everything will be okay. It's the industry, it's a dangerous industry. The second issue I still want to emphasize is the issue of social dumping. Together the CGT, construction union here in France, have filed some cases on Romanian workers employed by an Italian company and working in France. A Romanian worker who had not been to Italy deployed immediately to Romania, getting lower wages, doesn't follow the French, and then who have no access to medical services in France because his contract is in Italy, and he contributes to the social insurance, to the pension fund. When he goes back to Romania, he cannot carry back that money. So this issue of social. So we have some cases on that. I would admit, compare to other European countries, the French legislation is very strong on protecting posted workers. They are very strong on that. But again, our speaker this morning from OECD mentioning, it's the implementation that's lacking. And it's the control, it's the inspection, making sure that things are implemented. It's not easy. You're dealing with a construction worker in one site. If you go in a construction site, there are many companies operating there, and if you ask the worker, they wouldn't know to whom they are working with. So it's not easy. So, but I just want to say it still remains an issue, and I think we have to be vigilant on the implementation
of this issue. BW has been working with the CGT Construction to conduct inspection. We are visiting Qatar beginning of January to visit a Vanchi project. But this is something that BWI and our construction union in France can contribute to the Paris Olympics. Merci beaucoup. Merci, Humberto. You are getting there. By the time we do the next one in French, it will be done in French. So anyway, so while you prepare the questions, because we have some time for questions, I use the Mary way to challenge a bit, because actually you put up a finger into something. So the issue is implementation. So my question is, ma question est la suivante. Est-ce que vous, dans ces contextes tripartites, vous êtes en mesure d'attirer l'attention des autorités publiques, notamment du ministère du Travail et des autres entités pertinentes, à ce genre de situations qui peuvent se produire? Ou est-ce que vous n'êtes pas dans cette situation-là et vous devez faire appel à d'autres entités, en particulier en France? Ça, c'est une première question. Je commence et vous poursuivez. Ce qui est sûr, c'est que la présence des partenaires sociaux et des signataires de la charte qui sont représentés au sein de notre conseil d'administration, notre organe de gouvernance, est essentielle, puisque c'est le lieu pour vous, pour ces messieurs, ce sont des messieurs, de faire remonter les sujets au plus haut niveau de Paris 2024. Ça, je dirais que c'est la garantie, c'est l'arme massue. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire remonter des sujets que vous souhaitez du coup faire remonter. Le second sujet, c'est que cette charte sociale, elle vit, elle est incarnée. Il y a un comité de suivi de la charte, et je laisserai peut-être Bernard, qui travaille pas mal sur ce sujet, en parler, mais elle est incarnée, elle se réunit tous les 2 mois, il y a des travaux, elle invite du coup des participants pour avoir des éclairages, elle mobilise aussi les collectivités. Donc on a discuté d'un mode opératoire très récemment, donc qui va être annoncé lors du prochain conseil d'administration de Paris 2024, qui se tiendra au mois de janvier. On va mettre en place un dispositif justement de travail pour qu'on s'assure, pendant les 6 années et demie qui nous restent, qu'il y a effectivement des vigies qui vont travailler tout au long du projet pour veiller à ce qu'on travaille efficacement. Et on doit aussi rendre compte, quand je dis nous, c'est nous, le comité d'organisation, mais aussi la Solidéo, qui est la structure que nous avons créée, que l'État a créée pour porter la construction des équipements en dur, donc les équipements pérennes qui vont rester, donc village olympique, centre aquatique, et également des infrastructures, enfouissement de lignes à haute tension, construction de murs anti-bruit, enfin tout un tas d'objets de ce type. Eux aussi, comme nous, vont rendre compte aux partenaires sociaux. Et du coup, Bernard siège également au CA de cet organe. Et du coup, c'est quand même la garantie majeure de ne pas laisser passer de sujets de ce type. Oui, Marie a dit l'essentiel, et pour cause je suis tout à fait d'accord, parce que ce sont tout simplement les faits. Le fait que les représentants des travailleurs, qu'il y ait un représentant des travailleurs escalité au conseil d'administration qui organise les Jeux, est le gage, et c'est une volonté partagée, est le gage pour les initiateurs de ce rendez-vous d'intégrer la dimension sociale dans la préparation des Jeux. Je ne sais pas s'il y a un précédent d'ailleurs. Je ne sais pas si un tel schéma a existé dans un autre pays pour l'organisation de Jeux Olympiques. Il y a un représentant escalité des travailleurs qui siège pour participer aux modalités de préparation des Jeux Olympiques. Et il m'est déjà arrivé, comme certains témoins ici ont pu le constater, il m'est déjà arrivé d'intervenir au conseil d'administration pour attirer l'attention sur tel ou tel aspect social dans la préparation. Et non seulement ça ne soulève pas de difficultés majeures, mais c'est plutôt intégré justement comme une des dimensions qui permet d'aller vers des Jeux réussis. Réussis en tant qu'organisation de l'épreuve elle-même, et aussi réussis au regard de la population impactés par les Jeux, d'en faire, encore une fois, des Jeux socialement responsables au sens large du terme. Marie l'a aussi évoqué, nous nous sommes dotés avec les employeurs qui siègent également au conseil d'administration, donc eux aussi ont la possibilité d'alerter le moment venu si telle ou telle action ne va pas, à leurs yeux,
dans la bonne direction. Nous nous sommes conjointement dotés d'un comité de suivi qui se réunit très régulièrement. Et nous allons voir, plus nous allons monter en puissance à l'approche des Jeux, s'il conviendra par exemple d'accélérer le rythme ou d'avoir une forme d'organisation plus décentralisée en fonction des sites. Tout ça, ça va être affiné. Mais un comité de suivi qui est reconnu comme ayant en charge de tirer la sonnette d'alarme si on s'aperçoit dans la préparation des Jeux que sur le plan social ou économique, il y a des choses à corriger. Donc voilà, c'est ça notre meilleure garantie. Alors après l'intervention des pouvoirs publics, il est évident que sur un certain nombre de sujets, ça ne consiste pas à se substituer aux pouvoirs publics, mais aussi à les alerter pour la part qui peut leur revenir. Par exemple, lorsque le camarade de l'IBB rappelait combien le secteur de la construction, parfois, et la France n'échappe pas totalement à la règle générale, je dirais, des règles sociales échappent, je vais le dire comme ça, à certains employeurs. C'est sans doute des oublis, on va le mettre sur le compte de l'oubli, et non pas du non-respect. Il peut nous revenir d'alerter les pouvoirs publics, et il y a des services spécialisés qui sont en charge, par exemple, d'agir contre le travail informel. Notre comité de suivi, s'il détecte des situations critiquables, pourra faire intervenir les services officiels des pouvoirs publics si, dans telle ou telle situation, il s'avérait que... voilà. Donc on a, je crois, le dispositif pour faire face, on a l'ambition, on a l'horizon qui est partagé et qui est ambitieux, et je crois qu'on a les outils nécessaires pour y faire face, étant entendu naturellement que c'est aussi en marchant qu'on va se poser toutes les questions inhérentes à ce grand défi. Merci. J'ai une question pour Jean-Louis. Vous avez dit, vous représentez les petites et moyennes entreprises. Donc, les grandes infrastructures, en général, c'est les grands groupes qui vont les avoir pour une raison ou une autre, leur capacité technique. Comment vous vous assurez que vos petites et moyennes entreprises puissent accéder? Vous avez parlé de la plateforme, mais est-ce que vous avez établi un quota pour cela? Alors, bien évidemment, vous avez tous compris, il y a une grande attente des entreprises par rapport justement à ces Jeux Olympiques, que ce soit aussi bien la Fédération du bâtiment, à tout les travaux publics ou autres. Et évidemment, toutes les entreprises souhaitent, et notamment celles de Seine-Saint-Denis, et Marie l'a tout à fait dit tout à l'heure, celles de Seine-Saint-Denis se disent, eh bien, et moi, et on voudrait aussi avoir cette possibilité. Alors bien sûr, la charte prévoit justement un minimum pour justement les petites et moyennes entreprises. Parce que, comme vous venez de le dire, fort justement, la plupart du temps, ce sont les grandes entreprises qui récupèrent les appels d'offres. Et il faut encore qu'elles puissent aussi donner à des sous-traitants, petites et moyennes entreprises, des possibilités aussi de pouvoir récupérer un petit peu de cette manne dont on leur parle depuis un moment. Alors vous savez justement, dans ce domaine-là, ce dont il faut être extrêmement attentif, c'est qu'à partir du moment où les gens pensent qu'en effet on parle de sommes extrêmement importantes, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient ensuite les déçus du système et qui se disent « mais oui, mais moi on m'a oublié et comment se fait-il que justement je n'ai pas pu participer à cette superbe aventure ». Et c'est aussi la raison pour laquelle on a vraiment décidé, tous ensemble, les organisations patronales, le MEDEF, l'UDP, la CPME, de créer le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça va donner de la facilité, ça va donner également une possibilité à chacun de pouvoir accéder à ces appels d'offres. Et ça, c'est un point important. Mais en effet, il y a un minimum qui est prévu pour les petites et moyennes entreprises à travers la charte, et ça, c'est un point aussi extrêmement important à signaler. Alors moi, je ne vois pas de questions venir, donc je vais continuer à questionner, puisque vous faites pas un. Très bien. J'en ai juste une, et après je vais prendre donc une, deux, et quoi d'autre là? Ici, ce côté-là. 3. On prend les questions tout de suite, et après. Donc, Professor Andy. Yes, please. You need the mic. Thank you very much. Is this how we do it?
Related to workers' rights, one of the really interesting characteristics of the Paris Games is that they were awarded at the time that France adopted its duty of vigilance law, requiring companies to adopt human rights measures. To the panel, are you seeing the Olympics serving as a catalyst to companies implementing the measures required by the duty of vigilance law? And if we are, could we imagine that being part of the legacy of the Paris Games, that we see more companies with duty of vigilance plans in place because the Olympics required or expected it of them? Thank you. In English or in French? En français? Un élément de réponse peut-être, c'est une question qui nous anime de penser d'ores et déjà au modèle que nous allons laisser. Je vous disais tout à l'heure qu'on veut vraiment laisser un modèle d'organisation des Jeux nouveau et respectueux justement de ces sujets. Aujourd'hui, on a des discussions très concrètes quand monsieur parle de la plateforme Entreprise 2024 qui publie les marchés des Jeux et qui permet, à travers cette publication des marchés, de montrer, de tout de suite enclencher les dispositifs d'accompagnement que propose le MEDEF, l'UPA, la CGPME, mais aussi les canaux pour l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est innovant et on se dit que ça doit profiter à d'autres organisations d'événements sportifs. Et tout de suite, on se dit que cette plateforme, elle doit être ouverte et en sorte d'open data et d'un modèle ouvert à d'autres grands événements sportifs en France, mais pourquoi pas à l'international. Mais tout de suite, on se dit qu'on doit y fixer une condition. Et c'est un peu la touche Paris 2024. On se dit, très bien, si d'autres grands événements doivent profiter de ce dispositif, alors il s'engage à travers une charte sociale. Alors il prend des engagements en matière de responsabilité économique et sociale. Et pour nous, ça c'est extrêmement structurant. Donc ce que je vous dis, c'est les sujets que l'on partage aujourd'hui. Rien n'est décidé, c'est vraiment des éléments à ce stade en discussion. Mais c'est juste pour vous donner notre philosophie de travail et surtout notre volonté vraiment de cranter des nouveaux modèles d'organisation beaucoup plus responsables. And if you have any offer, Andy, you can come over. Huh? I think it's Amnesty International. Please. Yes, you're right. How did you see that? Emine Bozkurt from Amnesty International, which is part of the Sport and Rights Alliance. Thank you for your interesting interventions. In the case of France, of course, France is subject to national and European legislation concerning labor law and human rights treaties, that kind of things. But other countries offer less protection on this matter. And since we're talking about legacy, shouldn't it be part and parcel of the legacy of Paris to use your influence and your track record on these matters to have more influence at the International Olympic Committee to push them and to stimulate them to make more work to regulate and implement human rights concerning the other countries, the Declaration of Paris, for instance, something like that, but really gets the message forward, because I think there is a very, very important responsibility of Paris, of France, in this matter. Alors, évidemment, ces sujets nous tiennent à cœur et je crois que notre meilleur partenaire pour aller dans votre sens, c'est le CIO. Et je les ai encore rencontrés hier pour justement voir comment on peut travailler pour que le modèle proposé par Paris puisse inspirer d'autres villes candidates peut-être, et en tout cas d'autres modèles d'organisation des Jeux sûrement. Donc c'est vraiment comme ça aussi qu'on voit notre rôle. On le voit avec le CIO parce qu'aujourd'hui c'est notre meilleur allié à l'international. Nous on se concentre quand même sur l'organisation des Jeux dans notre pays et on compte sur le CIO pour nous aider à faire connaître des pratiques qui pourraient être duplicables ailleurs. Merci. Please. Nice to meet you. My name is Shoichi. I'm coming from Japan. I'd like to provide you information on Japan and ask a question to Ambet Yuson. In the story of Ambet Yuson, you said in Japan health and safety is realized, but as you know now, Japan is constructing national stadium in Tokyo. But as far as I know two cases where
the worker suicide due to the overwork or worker fell down from the constructing stadium. And in my opinion, human rights defender in Japan is not active. So I don't think in Japan, health and safety is not realized. So my question is how Paris prevent these kind of infringement of human rights of workers? Thank you very much. Yeah, I think we had a mission in Japan, and you're right, even the Ministry of Labor admitted in terms of accidents. But another interesting angle there are the migrant workers. At first, when we asked the companies, do you have migrant workers, they said no, we don't have migrants, but we have trainees from other countries. So this is the word now. So they have trainees and they are paid less. You know, they're paid 50%. And now we have, and then the issue here is language also. So that's why I think there's a lot of health and safety problems because of the language. So we have been involved with the trade union, with the construction union in Japan. Our problem, our members in Japan are not on the grounds. They are white collar, they are in the offices by big companies, but the migrant workers are the one building the job. So there is a disjoint, there's no labor relations there. And I think we have raised this with the authorities, we have coordinated with Rengo, but we also asked the IOC headquarters, maybe it's time for them to look at the issue. And there is a gap. Maybe we invited IOC to do a joint inspection, and maybe jointly we can raise the issue to improve the working condition. And just another point, Giovanni, on the issue. I think we have a chance for Paris. I think you are the first that I know that there's a trade union participation, and I think IOC should look at this seriously. Because this is a chance, I'm a trade unionist, this is a chance that we can show to the world that having trade unions as part of organizing the Olympics is something good. It's something that can benefit us all. And I'm aware that even Sweden now, who's bidding for the Winter Olympics, they already brought in the construction union to be part of the process of bidding for the Olympics. So I think IOC should come in. This is, I think, a very good opportunity. Oui, en complément des réponses qui ont déjà été faites, et sur la capacité des Jeux de Paris de servir, on ne va pas dire d'exemple, parce que ce serait une prétention sans doute démesurée, mais de repère ou de démonstration qu'il est possible de progresser sur la prise en compte de la dimension sociale dans l'organisation des Jeux. Je pense qu'il y a quelques clauses de la charte sociale en France qui peuvent très facilement se retrouver dans des chartes sociales pour d'autres villes, dans d'autres pays, pour l'organisation d'autres Jeux. Par exemple, je prends l'engagement numéro 8 qui consiste à dire faire respecter les normes internationales du travail, notamment le travail décent au sens de l'Organisation internationale du travail auprès des sous-traitants et des fournisseurs. Ça renvoie d'ailleurs au devoir de vigilance que monsieur évoquait tout à l'heure dans la législation française. Cette aspiration et cet horizon du travail décent, qui est une délibération des Nations Unies, devrait normalement être intégré sans difficulté politique majeure par la plupart des pays. Or, on sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore totalement le cas, loin s'en faut, et ça n'est pas malheureusement qu'à propos de l'organisation des grands événements sportifs que ça n'est pas le cas. Mais le travail décent, c'est un travail qui permet
d'avoir un salaire permettant de vivre dignement, un système de protection sociale, la non-discrimination, la liberté d'association, enfin des éléments de base, je dirais, que vous connaissez puisque vous êtes très mobilisés sur le respect et la reconnaissance des droits humains et des droits sociaux. Donc peut-être qu'on anticipe, parce que j'ai vu que une délibération du comité exécutif du CIO avait retenu l'idée qu'à partir de 2030, les villes futures candidates devront remplir des critères sociaux qui n'étaient pas exigés auparavant par les villes candidates. Bon, nous, on va plus loin encore, mais peut-être que ce sera voilà, un phénomène positif, d'entraînement positif, si on arrive à faire la démonstration qu'on peut aller encore plus loin à l'occasion de la réalisation de Paris 2024 et que ça amène, pourquoi pas, le CIO à élever le niveau de ses exigences sur le plan social pour les villes candidates, peut-être qu'après tout, du côté des populations, il y aura un plus grand nombre de populations candidats à l'organisation des Jeux à l'avenir. Merci. On a deux questions ici. Après, moi, j'ai un commentaire, si vous permettez. Lucie. Merci. Je m'appelle Lucie Amos. Je travaille pour UNICEF UK. Et excusez-moi, mais je parle en anglais maintenant. You talked a little earlier about the monitoring mechanism that you're setting up in relation to the games. I wondered if that is just for worker issues or if actually that's going to extend across all sustainability and social impact areas. There was a model in the UK, the Sustainability Commission for a Sustainable London 2012. So I wondered if it was going to extend more broadly than just the workplace health and safety issues. My second point is, what provision have you started to put in place in relation to the provision of remedy in line with the UN guiding principles? And my third point is just to please bear in mind that for migrant workers there are quite serious impacts for the families and children left behind, and to consider those in your deliberations. Thank you. Alors la mesure de l'impact, elle va évidemment dépasser largement le sujet social. On travaille d'ailleurs d'ores et déjà avec l'OCDE sur ce sujet. Je crois que Deborah Montford est avec nous cet après-midi. On a entamé le travail avec l'OCDE depuis l'année dernière déjà, et le CIO évidemment sur ce sujet. La certification 20121 de Londres 2012 est évidemment une référence. On souhaite l'élargir justement un peu au-delà des questions de sustainability pour y faire rentrer vraiment des sujets de legacy au sens plus large. C'est le travail que l'on mène, mais en tout cas on a vraiment cette ambition de monitorer notre projet et de mesurer son impact tout au long du process, et surtout, on espère, après 2024. Le CIO a changé sa méthode de mesure de l'impact des Jeux. Ils avaient jusqu'à présent un cadre défini qui s'appelait OGI, pour ceux qui connaissent. Ils l'ont abandonné, à juste titre, nous le pensons, pour que chaque organisateur pense son système, parce que finalement, l'impact est forcément lié au pays dans lequel l'événement a lieu. On ne mesure évidemment pas les mêmes sujets d'impact à Rio, à Paris, à Londres ou à Sochi, par exemple. Donc ça, c'est un point positif. Et donc nous nous concentrons aujourd'hui sur la construction de notre outil, l'outil Paris 2024, qui pourra être utile sur certains domaines à d'autres organisateurs d'événements. I have a question here. Yes. Hi, good afternoon. I'm Kristen Morley from Canada. I work with Gensler Architectural, and we're a global design firm, and we do a lot of large-scale builds around the world. And just a comment, like I was just thinking of what Ambet was suggesting around the labor unions, because it's been a lot of the work that I've done in building office towers on commercial properties and so on. A large times is what colleagues were just talking about in regards to general contractors and receiving the larger tenders, which is very common. But it's also been my experience through this process that happens a great deal of time is that it's the subcontractors and the private companies that are greatly impacted through the processes, and particularly projects of this nature, which are fast-paced, and the pace of delivery. A lot of the time, there's a lot of high negligence in regards to the capacity and ability of the general contractor, which has received the
tender approval by the, I guess, by the committee. And that, is there any protection or any clauses within the contract agreements that are being approved within the tenders that actually protects the private companies from these types of behaviors that generally happen at a contractual level at projects like this, but also the economic impact, because when one can't deliver, it's a snowballing effect through the process. And a lot of projects we've seen over the years, when it comes to delivery mega sport events like this, there is a problem on end delivery, and it usually is the little guy that gets impacted by it. So I'm just wondering if there's any key clauses that are in the awarding contracts that the GCs have to abide by. No, I think we have a lot of experience with this, and this is, no, even I think the responsibility not only with companies, even with the IOC, you know, and the organizing committee, they all have responsibility. But in our experience, it is important, if we are talking about labor rights, ensuring compliance, actually it's important to be part of the contractual agreement, you know, to make sure, for example, when you have an agreement with the main contractor and then the main contractor with the subcontractor, it's important that this is part of the contractual agreement. This is not just a voluntary, you know. The second point we want to, you know, to look at is, you know, managing, you know, the subcontracting. We believe too many levels of subcontractor, it impacts on the quality of work. So I think there are already experiences on how to handle these cases. Thank you. Yes, I'm interested in whether the social charter covers or addresses gender inequality in the workplace. We're talking about the construction sector where in the Western world it's predominantly male-dominated and has high degrees of discrimination towards women. So I'm interested, is it covered in the social charter, and is gender equality part of that contractual agreement? Alors là, je vais finir par vous lire les 16 engagements, parce que là, c'est la clause numéro 5 de la charte qui précise prévenir toutes les formes de discrimination dans l'accès à l'emploi. Alors, discrimination, naturellement, c'est au sens large. Ce n'est pas uniquement la discrimination de genre, mais la discrimination de genre fait partie des discriminations. Donc, prévenir toutes les formes de discrimination et pendant l'emploi, encourager la mixité dans les métiers exercés pour l'organisation des Jeux. Favoriser la mixité des métiers. Donc là aussi, ça reste naturellement à préciser dans les modalités, mais l'objectif est bien assigné noir sur blanc, et nous devrons définir ensemble dans quel domaine, dans quelle mesure, dans quelle activité l'organisation des Jeux pourra contribuer à une plus grande mixité de certains métiers. Alors je ne sais pas quelle est la part qui pourra être réservé à la présence, par exemple, féminine dans les métiers de la construction. Bon, mais on doit travailler à cette dimension d'une plus grande mixité. Merci. Any other questions? Oui, si tu permets, Giovanni, je voulais compléter aussi la réponse par rapport à l'interrogation de monsieur sur les sous-traitances et les différents niveaux de travail. En fait, là, c'est la clause, hop, je la recherche, pardonnez-moi. Enfin, il y a une clause qui indique que l'ensemble des entreprises contractant, et on est en train de définir ce qu'on appelle les contrats d'objectifs, mais c'est encore en cours de rédaction, donc là aussi, je vous parle avec réserve, mais enfin, l'objectif est à peu près partagé. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises qui auront contracté en répondant au marché pour l'organisation des Jeux
sera aussi responsable de l'application des chartes sociales. Alors on est en train de définir comment, à quel niveau, et y compris les critères qui vont nous permettre de suivre ça, mais il est entendu que les entreprises, structures économiques, seront porteuses des exigences de la charte à leur niveau. Et comme Amber le disait, un des moyens d'avoir une plus grande efficacité, mais ça n'est pas vrai aussi, enfin ça n'est pas vrai qu'à propos de l'organisation des Jeux, c'est vrai dans les chaînes de production en valeur, en général, c'est que plus vous multipliez les niveaux de sous-traitance, plus il est difficile de cerner le lieu de responsabilité en cas de non-respect ou d'infraction. Donc, une des manières d'être plus efficace par rapport aux objectifs énoncés, c'est effectivement de limiter au maximum le niveau de sous-traitance en cascade qui existe parfois dans des activités multiples. Ça rend la tâche beaucoup plus facile dans le suivi et le contrôle du respect du droit. Pour aller plus loin, ça se traduit par des critères de choix. Quand on va avoir les réponses à nos appels d'offres, dans les critères de choix qui nous guideront à choisir telle ou telle entreprise, ces éléments en feront partie. J'ai deux questions et elles viennent de moi. Donc la première c'est qu'on n'est pas assez clair sur les questions d'héritage et de compétences. Vous avez dit très bien, on veut se focaliser et ce problème compétences et certification, on veut l'attaquer de plein fouet. Donc ma question est comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que pour le moment, c'est pas fait et moi, l'héritage, c'est vous laisser quelque chose et les emplois, une estimation pifométrique des emplois n'est pas suffisante à aujourd'hui. Et ma deuxième question est la suivante. Nous avons entendu dans les panels précédents des témoignages très forts qui concernent évidemment toute la chaîne des valeurs, si je peux l'appeler ainsi, du sport, c'est-à-dire les coachs, les instructeurs, la gouvernance, etc. Est-ce que, parce que je crois que Bernard était là pendant la discussion, est-ce que vous allez prendre ça en compte? Et si vous allez les faire, est-ce que vous allez vous servir des services du centre? Voilà mes deux questions. Et on va prendre ça sur le tea break. Ben, je pense que ça vaut la peine de répondre à ces deux questions. Marie et après Jean-Louis. D'accord. Alors, premier élément de réponse, pas d'emploi au pifomètre à Paris 2024. On a lancé l'étude dont parlait Bernard Thibault tout à l'heure, c'est la cartographie des emplois. C'est une mission qu'on a confiée au mois de septembre, qui va donner ses premiers résultats en début d'année, et qui a pour objectif, 1, de chiffrer le nombre d'emplois directement liés au jeu. Voilà, déjà, 1, combien dans le bâtiment et la construction, combien dans le tourisme, combien dans l'organisation des jeux. Dans ces 3 secteurs d'activité, de quoi parle-t-on? Ensuite, quels sont les métiers qui sont liés à ces emplois dans chacun des secteurs? Combien de maçons, combien d'hôtesses d'accueil, combien d'ingénieurs, etc. Et ensuite, on identifie les parcours de formation qui sont nécessaires pour tenir ces métiers. Et derrière, on va faire ce que disait Bernard tout à l'heure, on va aller chercher des publics éloignés, on va leur donner les opportunités d'aller chercher ces emplois-là et de les mettre dans des parcours de formation et parfois, je le disais, de préqualification avant d'aller en formation. Donc la démarche, elle est extrêmement précise, c'est une démarche qualitative et pas que quantitative. Elle est nécessaire pour que l'ensemble des acteurs qui seront réunis, donc on s'est dit qu'au mois de mars, on aura l'étude et on aura du coup l'opportunité de se mettre tous autour de la table. Quand je dis tous, c'est les signataires de la charte sociale, mais aussi les acteurs publics, les acteurs publics du service public de l'emploi, mais aussi le COJO, mais aussi la structure de livraison des équipements dont je parlais tout à l'heure, les collectivités qui portent du coup les futurs salariés de ces emplois, pour qu'on se dise qui fait quoi et qu'on identifie très clairement les périmètres de responsabilité de chacun, qu'on évite une chose assez commune en France, le millefeuille administratif, c'est chacun est responsable de tout, au final personne ne fait grand-chose. Là, on s'est bien dit les choses. Avec cette cartographie des emplois, on va pouvoir missionner les uns et les autres sur un périmètre précis. Je ne sais pas, Bernard, si tu veux compléter ça. Non, mais on est tout à fait en phase, mais ce n'est pas surprenant, Marie, et ce n'est pas la première fois, puis ce n'est pas la dernière, je pense. Pour essayer peut-être de donner de la consistance à ce qu'évoquait Giovanni, je me mets dans un schéma
de recrutement de jeunes éloignés de l'emploi, par exemple. Moi, je suis convaincu que la convocation des Jeux à Paris peut leur permettre de découvrir certaines perspectives professionnelles pour lesquelles ils n'ont pas soit la disponibilité ou le diplôme aujourd'hui leur permettant d'exercer, mais s'ils s'engagent dans cette voie-là à l'occasion des Jeux, au moins qu'on leur reconnaisse après les Jeux, si ça a fonctionné, qu'ils ont pu acquérir de l'expérience, des compétences. Et ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas le diplôme certifiant l'exercice de tel métier, etc., que pour autant, ils ne sont pas capables d'exercer. Et donc que les Jeux soient un tremplin à cette occasion. Ça, c'est une des dimensions, enfin, je l'espère, moi, qu'on pourra traduire, puisqu'il est aussi précisé dans les clauses de la Charte qu'on a une approche très volontariste pour essayer de recruter ce qu'on appelle aujourd'hui les publics éloignés de l'emploi, qui peuvent être des jeunes, mais pas que des jeunes, mais il y a aussi des jeunes, et notamment dans des départements qui sont fortement impactés par le chômage. Bon, nous ne sommes pas le seul pays ayant à faire face à ce fléau, et donc d'avoir une discussion, alors ça nécessitera avec les employeurs, avec les autorités publiques, une discussion autour de l'idée de certification ou autre appellation, on verra le moment venu, mais qui permettra de reconnaître ce que seront ces engagements, même s'ils ne sont pas certifiés en termes de diplôme classique, je dirais, dans la grille des emplois qui existent dans notre pays. Bien, donc la certification, vous pouvez, au niveau du MEDEF, est-ce que vous pourriez l'envisager? Je crois qu'il y a déjà... Sur cette base-là. Écoutez, je crois que tout a été dit là-dessus. Je crois que ça me paraît assez certain. Et par rapport justement au côté héritage, il y a un engagement qui est l'engagement 14, qui justement, donc si tu veux, moi je ne l'ai pas là sous les yeux, mais je le sais que cet engagement est important, et qui parle notamment de la reconversion exemplaire. Alors je te remercie, ça me permettra de le lire. Comme ça, on les aura pratiquement tous faits, hein, ça sera impeccable. Assurer une reconversion exemplaire du village olympique autour d'un programme de logements sociaux et d'urbanisme innovant et inscrit dans un écosystème alliant résidence et activités économiques de proximité en lien avec les collectivités locales après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc c'est clair que dans ce domaine-là, on s'engage, puisque ça fait partie justement de l'élément 14. Et ça, c'est vraiment un point qui doit être extrêmement fort. Tout à l'heure, Madame a parlé de la responsabilité, en effet, du maître d'œuvre. Et ça aussi, c'est un point sur lequel, bien évidemment, il est extrêmement important, parce que même la pénalité, on l'a évoqué, et pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, hein, lorsqu'il y avait la réunion, le conseil d'administration de Solideo. Donc tous ces points-là, bien sûr, on en est absolument conscient. On est absolument conscient que c'est un élément majeur, et c'est ainsi qu'on fera de notre Jeux olympiques 2024 un élément absolument remarquable. Ambet, you want to just say 2 words to close and then we finish, because I was given an instruction here. No, just one suggestion. On the question of the interaction with the center and BWI, actually. No, I think on our side, BWI, we have a very strong trade union affiliate in France, and our objective is to work with our unions in France, because we already work. They already joined us in our campaign, sports campaign, and they know. I think we will be working. But there's one suggestion that, to the Paris organizing committees, in terms of legacy for the workers, construction workers, is the issue of addressing, maybe this could affect the whole of Europe, on the issue of the posted workers. And basically our campaign is equal pay for equal work in the same place of work. So I think this is an important message, that you can make an impact in the whole of Europe. Thank you. And so we have a responsibility there as a center, right? Thank you. Okay, thank you.